comprenant les secrets des business de Dangote, Motsepe, Oppenheimer et tous les autres, vous allez faire des merveilles. Et plus jamais vous ne regarderez votre business de la même façon. Si ces noms ne vous parlent pas, vous pouvez vous référer à une précédente vidéo qui traite des 10 entrepreneurs les plus prospères d'Afrique. Pour ma part, on me pose souvent la question, quels sont d'après vous, Madame Carla, les secteurs prioritaires, les secteurs porteurs où je devrais investir ? Et maintenant, je vais vous répondre. En tant qu'entrepreneur, ce que vous pouvez tirer des expériences des personnes les plus riches d'Afrique vous permettra de savoir s'il est bon d'avoir des secteurs porteurs ou pas. Car la question n'est pas de savoir combien ils ont gagné, mais comment ils ont construit un pouvoir économique aussi durable. Regardez leurs empires. De Dangote à Motsepe, vous voyez de l'imposant. Extraction minière, extraction pétrolière, industrie lourde. Tous ces secteurs dits primaires et secondaires. Mais n'oublions pas une exception importante malgré tout, qui est le commerce et le négoce. Car nous savons tous que Dangote a commencé sa carrière par ces activités-là. Aucun de ces hommes n'a bâti sa fortune sur un salon de coiffure. Aucun ne l'a bâti sur une application ou en ouvrant un bar ou un restaurant. Je ne dénigre pas, c'est pas ça, mais c'est un constat. Et je ne dis pas non plus que ce sont les seuls secteurs par lesquels on peut devenir riche et puissant. Pas du tout. Ce que je dis au contraire est beaucoup plus profond. Déjà que le commerce et le négoce apparaissent de prime abord comme un service par lequel on peut atteindre des sommets. Et surtout, cela n'a jamais été pour ces personnes-là une question de passion. Ce n'est pas une question de ce que j'aime faire ou ce que je n'aime pas faire. Ça n'a jamais été non plus une question de talent individuel. Et certainement pas une question de hasard. C'est une question de structure. C'est une question de position. C'est une question de pouvoir concurrentiel. Ce qui fait la différence entre un business qui survit et un business qui domine, ce n'est pas le secteur, c'est la place que vous y occupez. Approfondissons ce raisonnement de notre perspective d'entrepreneur. Ici, il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de la place que vous occupez dans votre marché. Regardez les parcours des plus grands. Dangote, etc. Ils ne se définissent pas par un métier, ils se définissent par une position. Ils ne sont pas simplement dans un secteur, ils contrôlent une partie du jeu. Qu'il s'agisse d'industrie, d'énergie, de télécom et de commerce, ce n'est jamais l'activité en elle-même qui fait la différence, c'est le pouvoir qu'ils y ont construit. Être dans un secteur porteur ne garantit rien. Et je répète, être dans un secteur porteur ne garantit rien. Deux entrepreneurs peuvent très bien être dans le même domaine et ne pas jouer la même partie. L'un va subir le marché, l'autre va influencer les règles. Ce n'est pas une question de taille au départ et ce n'est même pas une question de chance. La vraie différence n'est donc pas le métier, mais la position stratégique. Êtes-vous remplaçable ou indispensable aux yeux de votre prospect ou de votre potentiel client ? Êtes-vous des outsiders ou des leaders sur votre marché? Ce que l'on peut comprendre des plus grandes fortunes africaines et de comment elles se sont construites n'a rien à voir avec le secteur d'activité, puisqu'elles ont toutes commencé dans un secteur puis se sont diversifiées. Cela a par contre tout à voir avec la manière dont elles se sont installées au cœur du jeu économique. Ce qui a produit les hommes les plus riches d'Afrique, ce ne sont pas les bons secteurs, mais des secteurs que beaucoup considéreraient comme mauvais. Je m'explique dans une seconde. Allons au cœur du paradoxe. De ma perspective, bien sûr, la vraie erreur n'est pas de choisir un mauvais secteur, mais de mal s'y prendre dans son propre marché. Regardez les secteurs d'où émergent ces fortunes. Les mines, les pétroles, énergie, ciment, télécom, infrastructures. Des secteurs lourds, des secteurs risqués, des secteurs qui nécessitent un capital élevé que nous autres aurons du mal à trouver, des secteurs où la réglementation est stricte avec une forte dépendance aux États et en plus avec des retours sur investissement qui sont hyper longs. Sur le papier, pour ma part, et comme beaucoup d'entrepreneurs, nous jugerons cela de compliqué et de contraignant. Ce ne sont pas des secteurs idéaux, ce ne sont pas des secteurs faciles, ce ne sont pas des secteurs confortables et pourtant, c'est là que se sont construites les plus grandes puissances économiques de notre continent. La leçon est simple, même si dérangeante. Le problème n'est pas le secteur, le problème c'est la manière dont vous jouez dans ce secteur. Ce n'est pas où vous êtes, c'est comment vous vous y prenez. Les grandes fortunes africaines n'ont pas cherché des marchés parfaits, elles ont su faire lever des contraintes de ces marchés afin d'en faire des territoires de pouvoir. Voilà pourquoi il faut impérativement revoir notre façon de penser le bon ou le mauvais secteur. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'étiquette du marché, c'est la façon dont on s'y positionne, la façon dont on s'y structure, dont on y construit le pouvoir. Autrement dit, la richesse ne vient pas du secteur, mais de la manière dont vous jouez dans ce secteur. Vous pouvez travailler, vendre, même grandir et pourtant ne jamais vraiment contrôler votre marché. Voilà le vrai problème. Regardons ce qui se joue pour une grande partie des entrepreneurs aujourd'hui et posons la vraie question.
Le frein vient-il vraiment de votre activité ou plutôt de la place que vous occupez dans votre écosystème? Si vous vendez votre temps, vos compétences, votre expertise, votre accompagnement, votre visibilité, si vous êtes dans le conseil, la formation, le coaching, le digital, la communication, le commerce, l'intermédiation, alors vous êtes dans une économie de service. Une économie où l'on ne vend pas d'usine, pas de mine, pas d'infrastructure, on vend ce que l'on sait résoudre, ce que l'on sait faire, ce que l'on sait apporter. Dans ce type d'activité, la concurrence arrive vite. Les offres se ressemblent, les clients comparent, négocient, changent d'avis fréquemment. La visibilité devient une condition de survie, mais le contrôle pour nous reste faible. Le vrai sujet n'est pas d'avoir un business. Tout le monde peut lancer un business. Le vrai sujet, c'est de savoir si c'est un bon business dans votre marché. Cela demande 3 choses fondamentales. Premièrement, comprendre les caractéristiques du marché. Deuxièmement, comprendre la place que vous y occupez. Et troisièmement, mesurer votre pouvoir face aux clients, aux concurrents et aux alternatives. Autrement dit, un business ne devient pas durable parce qu'on y met beaucoup d'efforts. Il devient durable quand on sait exactement dans quel marché on est et comment on peut y être fort. Une entreprise durable ne repose pas d'abord sur le talent, la passion ou l'effort. Elle repose sur un positionnement, sur la compréhension du terrain. Dans les business de service, cette lecture est encore plus décisive parce que ce n'est pas ce que vous vendez qui vous protège, c'est la position que vous construisez. En conclusion, voilà pourquoi tant d'entreprises naissent mais durent si peu. Non pas parce que les business sont mauvais, pas parce que la stratégie n'est pas bien posée. Une entreprise solide ne commence pas uniquement par qu'est-ce que je vais vendre, mais aussi par dans quel marché est-ce que je suis, quelles en sont les règles et quel pouvoir puis-je y construire. Ce n'est pas le secteur qui fait la différence, ce n'est pas le business en soi qui crée la solidité, c'est la compréhension du marché et la position que vous y choisissez. C'est cela la stratégie de base de toutes les grandes entreprises de notre continent. Où en êtes-vous?